Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver après un petit temps sans épisode quand même. Aujourd'hui on va parler CBA, on parle pas encore de la draft, ça arrivera bientôt. Et pour cela je suis avec Constant, comment ça va Constant ? Ça va, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci déjà pour vos écoutes sur le précédent live stratégie de l'intersaison. Je sais qu'il a été pas mal écouté. Et puis on a eu pas mal de retours aussi de votre côté. Et là, effectivement, on est sur un sujet qui est peut-être moins flashy que la draft 2022, mais qui va avoir beaucoup plus de conséquences sur le futur du Thunder que la draft. Donc voilà, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Oui, c'est pas à prendre à la légère ce sujet pour les front office et pour les fans, ça permet de voir pas mal de choses. Et avec nous, on le cite souvent dans le podcast, c'est l'un des experts en France du CBA si je peux dire. C'est Tom du podcast Dunk Hebdo. Comment ça va Tom ? Ça va très bien, content d'être de l'autre côté, vu que je suis un auditeur régulier, même si j'écoute pas en direct, mais j'écoute souvent un ou deux jours après quand ça ressort, non, 1.5, allez, 1.5. Ah, 1.5. On t'a déjà eu sur les lives, un petit peu Tom, 2-3 fois. C'est vrai, 2-3 fois, quand je peux, je passe. Mais en tout cas, content de faire partie de l'aventure, de vous accompagner sur ce podcast-là. Et je pense qu'il y a pas mal de gens en France qui ne se rendent pas compte de la qualité du travail que vous fournissez, donc c'est important de le souligner. C'est gentil. Eh ben merci beaucoup. Je tiens juste à souligner que la dernière fois que Tom était présent dans un podcast We Are Thunder, on parlait de la possibilité pour le Thunder de trade pour Blake Griffin. Ça vous dit à quel point ça remonte de Blake Griffin. Je me souvenais plus quel sujet c'était, mais ouais, ça remonte loin. Très très loin. Et bien sûr, j'invite tout le monde à aller écouter Dunk Hebdo pour retrouver Tom, Constant, et puis moi, l'ancienne famille. Donc ça fait toujours plaisir de voir que ça marche bien, que ça évolue. Il y a pas mal de podcasts post-mortem, des petits bilans de saison sur chaque équipe qui sort. Pas mal de choses de prévues aussi. Donc allez suivre ça, je sais que la majorité là vous écoutez aussi, donc continuez et donnez-leur de la force aussi. Et messieurs, allons-y, parlons CBA. Je vais me mettre un petit peu en spectateur et en relanceur de parole aujourd'hui. Je vais laisser surtout Tom et Constant parler. Déjà Tom, pour recontextualiser les choses, le CBA, il a été signé il y a quoi maintenant, quelques mois je pense. Le 1er avril. 1er avril. Ouais. D'ailleurs, moi, je pensais que c'était vraiment une blague, puisque quand les trucs sont sortis, je me suis dit, c'est pas possible. Et oui, c'était vraiment sorti le 1er avril. J'ai dû rechecker. Après, quand on a vu les détails, on s'est dit, c'est vraiment une blague, en fait. Pour recontextualiser, du coup, le CBA, c'est le contrat qui lie les proprios, les joueurs, enfin, tout ce qui gravite autour de la NBA pour le partage des revenus, pour les contrats, pour, voilà, toutes les règles un peu qui vont faire la NBA du futur. Alors, combien de temps il va durer, celui-là, Tom ? C'est combien d'années ? Donc, normalement, on est parti pour 6 ans avec un opt-out mutuel, c'est-à-dire que l'une des deux parties peut décider d'opt-out pour renégocier. Ok, donc pour 6 ans. Tom, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément qu'est-ce qui a changé dans les grosses lignes, sans rentrer dans les détails pour l'instant, avec ce nouveau CBA ? On a parlé pas mal de nouveaux types, peut-être de types de contrats, des difficultés pour les équipes qui surpayent de continuer à faire ça, des pénalités, etc. Qu'est-ce qui a changé, les grosses choses à retenir ? Il y a énormément de choses qui ont changé, mais bon, vraiment, pour donner les grandes lignes, les principales, et pas forcément toutes les choses qui concernent uniquement le Thunder, on a la fameuse Veteran Extension dont on a beaucoup entendu parler par rapport à Jaylen Brown. Il y a des choses au niveau du rookie scale, de la qualifying offer et de la notion de designated player qui ont changé. Il y a aussi des choses qui ont changé au niveau des offer sheets pour les agents libres restreints, les 65 matchs pour être éligible au trophée, avec la possibilité de passer devant le Grievance Committee. Ça va être drôle, on va entendre parler de ça, le Grievance Committee. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable pour plaider ta cause. Ah, c'est l'équipe qui voulait pas que je joue, je voulais jouer, je dois pas être pénalisé. C'est la faute du GM. Donnez-moi mon bonus, s'il vous plaît, j'ai des bonus si je suis à l'NBA, donnez-moi mon argent, s'il vous plaît. C'est incroyable ça, en vrai. Les gens ont pas mal vu passer ça, cette histoire des 65 matchs, mais ça c'est incroyable, le jury... Moi j'ai hâte de voir Chris Paul passer devant ce comité et de balancer tous les trucs sur tous les joueurs, de dire « Non mais lui, je sais qu'il s'est blessé volontairement ». Enfin voilà, ça va être très drôle encore. En dehors de ça, il y a des choses qui ont changé aussi au niveau des seuils de la luxury tax. Ça, c'est vraiment très brutal, donc on pourra détailler ça un petit peu plus. La notion de second apron, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. La première apron aussi qui peut être déclenchée pour plus de choses qu'avant.
notamment quand tu envoies un peu plus d'argent dans un trade, ben, tu peux te faire handicapper alors que ce n'était pas le cas avant. Le fameux tournoi de mi-saison, l'évolution par rapport aux équipes qui sont en dessous du salary floor, par rapport à la redistribution on va dire des richesses de l'NBA et l'argent de la luxury tax. Et le dernier truc que je trouve qui peut être intéressant, c'est tout ce qui permet de signer des agents libres, donc la taxpayer MLE, la mid-level classique, la room exception, voilà, tous les petits mécanismes, entre guillemets, qui permettent de signer des joueurs et qui, potentiellement, certains d'entre eux pourront aujourd'hui être cumulés à un joueur, ce qui n'était pas le cas, pour pouvoir matcher les salaires. Donc ça, c'est un mécanisme qui va être intéressant où peut-être qu'on va voir des équipes pas utiliser leur mid-level pour essayer d'aller matcher des gros salaires avec des petits salaires. Ouais, non, pas grand-chose à ajouter. Il va falloir peut-être qu'on fasse un peu de définition Oui, durant ce podcast, puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses. Enfin, Quand Tom on a ira déjà dans dit les beaucoup détails, de ouais. choses sur la designated, sur l'offer Le sheet, hard etc., cap, le la hard prod, cap. et Voilà. On est peut-être les gens qui nous écoutent ne sont peut-être pas les plus, enfin aussi spécialisés que nous. Je vais jouer ce rôle-là que je suis d'ailleurs, hein, que de méconnaître celui qui connaît pas et de voilà que pour m'éclairer un petit peu, j'ai quelques notions, mais loin de là autant que Tom. Peut-être Constant pour réagir à ça. Qui ça va arranger en gros concrètement ce nouveau CBA? Est-ce que c'est les proprios? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est les équipes qui payent? Est-ce que c'est les petits marchés? Est-ce que voilà concrètement, quelle conclusion vous avez pu en retirer de ça sur qui ça va arranger? C'est difficile à déterminer tant que ça n'a pas été appliqué en fait. Quand on lit le CBA et de la manière dont il a été présenté, il y a clairement des gens qui vont être bénéficiaires, c'est les proprios un peu radins qui n'ont pas envie de payer la taxe. Mais de l'autre côté, quand tu vois certains trucs qui sont passés, notamment au niveau de la designated vétéran, les joueurs sont pas non plus complètement mis de côté. En fait, il y a vraiment une problématique, c'est que c'est CJ McCollum qui est le représentant des joueurs et qui a négocié ce nouveau CBA. J'ai vraiment l'impression que le nouveau CBA favorise pas mal les joueurs qui vont être à des contrats max ou à des contrats élevés. En fait, les joueurs qui sont dans l'entre-deux vont être plutôt pénalisés par rapport à ces joueurs-là. Sinon, il y a une volonté, je pense, de la part de la NBA d'équilibrer les rosters et d'essayer d'une part de sanctionner les équipes qui sont trop dans la taxe et d'autre part essayer d'éviter d'avoir ces super teams comme on a pu avoir du côté de Golden State. J'en ai parlé dans le post-mortem des Warriors. Je pense que ce qui s'est passé à Golden State a pas mal influencé certaines décisions prises par le nouveau CBA avec l'extension de Jordan Poole, l'extension d'Andrew Wiggins, etc., etc. Faut voir vraiment comment ça va s'appliquer. Je pense pas que les joueurs soient les principaux bénéficiaires de ce nouveau CBA. Je pense que ça va d'abord être les proprios. Mais il faut voir encore une fois comment ça va s'appliquer. Et même si tu as un CBA qui, sur le papier, qui semble être défavorable aux joueurs, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a des proprios ou des GM qui vont réussir à contourner certains points. Parce que quand tu mets des règles, les gens vont globalement chercher à les détourner. Et Tom, du coup, est-ce que ça va plutôt même favoriser les équipes qui vont chercher à construire via la draft ou celles qui vont avoir les moyens de payer les joueurs via la free agency? Est-ce que ça va changer pas mal de choses là-dessus? Alors, réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que, en gros, ça va te favoriser, par exemple, si tu draftes bien, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que même si tu draftes très bien, il y a on va dire que il y a un hard cap, même si tu peux, entre guillemets, aller au-dessus de cette fameuse seconde apron qui a 17 millions au-dessus du cap. Donc, tu peux re-signer tes joueurs si tu draftes bien et aller sur ce montant-là. Sauf que, soit ce sera pas tenable pour ton propriétaire par rapport au changement qu'il y a eu dans les niveaux de taxes et les différentes échelles de la taxe, ou sinon ce sera simplement pas tenable parce que en plus de payer la taxe et de la pénalité financière, tu auras aussi la pénalité en termes d'assets puisque tu auras beaucoup moins de flexibilité, notamment avec des pics de draft qui pourront être bloqués ou que tu ne pourras pas utiliser. Là où je rejoins Constant par rapport à ce qu'il a dit concernant le CBA et l'impact que ça peut avoir sur les joueurs et qui peut peut-être sortir gagnant, qui peut peut-être sortir perdant. Je trouve que sur les aspects terrain et les aspects construction d'effectifs, les joueurs sont pas forcément les gagnants. Enfin, c'est plus, on a plus la vision du propriétaire. Par contre, je trouve que sur tous les aspects hors terrain, c'est-à-dire, par exemple, la possibilité d'investir, la possibilité comment ça s'appelle, les contrôles là, par rapport à la marijuana, ça disparaît.
Non, mais c'est des trucs où on y C'est pense pas important, forcément, ça, tu c'est vois. des trucs. Il y a des pour carrières nous, sauvées là, du coup. C'est un peu ça. T'as Ah des bah trucs Mitch par McGarry, sa carrière aurait été sauvée, effectivement. Mais Tu vois, des trucs par rapport, par exemple, oui, tout ce qui est question de santé mentale, tous ces trucs-là, tout ça, en fait, c'est des choses qui, ok, sont pas matérialisées financièrement. Et voilà, la dernière chose, c'est le fait que maintenant, tu vois, les chambres, les loges, ça rentrait pas en compte dans le BRI. Et du coup, ça venait pas, les joueurs ne voyaient pas cet argent-là. Par exemple, les chambres, les loges de luxe, la partie vraiment VIP, tout ça. Donc ça rentrait dans le chiffre d'affaires global de la NBA, mais c'était pas compté en fait dans le BRI. Donc le BRI qui va permettre de après calculer le salary cap. Donc du coup, c'est un argent qui, en gros, ça va contribuer à augmenter la grosseur du gâteau, même si les joueurs au final gardent la même part. Donc tous ces petits trucs-là, ça contribue à on va dire, faire plus ou moins bien passer la pilule au niveau des joueurs, même si ça ne concerne pas essentiellement le terrain. il y a peut-être un dernier point qu'on va peut-être développer ou pas, qui pour moi est l'un des points les plus importants, c'est le fait que l'augmentation du salary cap est capée justement à 10% de progression annuelle et qu'on n'aura pas de cap spike comme on a pu avoir en 2016 malgré l'arrivée des nouveaux droits de télé. Je pense que la NBA a vu ce qu'ont fait les proprios quand on leur donne trop d'argent à l'été 2016, ils se sont dit bon, on va se calmer. On va signer Kevin Durant. Je pense que oui, mais même les contrats Nico Batum. Enfin, Ouais, je ouais. pense qu'il y a vraiment cette volonté de la part de la NBA d'uniformiser les équipes ou en tout cas d'avoir un niveau moyen un peu plus rapproché entre les équipes au lieu d'avoir 3 équipes qui surdominent et des équipes vraiment en dessous. Ouais, peut-être moins de super teams du coup, ou quelque chose comme ça, moins de teams créés comme ça. Ou pour résumer un peu ce que vous avez dit tous les deux, si je comprends bien, enfin moi les conclusions que j'en fais, c'est que le CBA est pas forcément arrangeant pour les joueurs, mais pour faire mieux passer la pilule, ils l'ont un peu mis aussi à l'air du temps, en ajoutant des trucs pas à la mode, mais voilà, moins de contrôle, plus de précautions sur la santé mentale, pas mal de joueurs qui investissent, donc ça leur ouvre un peu plus de portes, et on sait qu'il y en a plein qui le font déjà hors terrain sur d'autres sujets, et pas mal de choses aussi pour les propriétaires, donc qui seront encore susceptibles de prolonger leurs joueurs s'ils draftent bien, en payant potentiellement plus cher qu'avant avec les pénalités qui ont augmenté si on est au-dessus de la taxe et du cap, enfin dans la taxe et au-dessus du cap, et en perdant, on en avait parlé un petit peu en off, mais des assets dans le futur, des tours de draft, etc. Je vous avais donné un peu de devoir, messieurs, après, c'était voir comment ce nouveau CBA allait impacter OKC dans les futures années. On le sait que les années auparavant, le CBA avait déjà impacté un peu OKC sur son évolution, les agreements avaient permis plus ou moins de pas signer KD, enfin voilà, il y avait pas mal de choses, ça avait permis aux Warriors d'aller voir KD, il y avait eu au moment d'Harden aussi, il y avait eu des petits changements, enfin voilà, plusieurs fois on s'est un peu fait avoir entre guillemets pour ça, ou en tout cas ça nous a pas été très favorable. Est-ce que là, vous avez détecté des points un petit peu sensibles où ça pourrait basculer dans un sens positif ou négatif d'ailleurs, mais que Sam Presti et son front office vont devoir fortement penser dans les futurs mois et saisons? Pour moi, il y a un point. Après, je pense que Tom va dire les points les plus techniques de ce nouveau CBA, mais moi, il y a un point que je trouve intéressant, c'est le fait que avant ce précédent CBA, quand tu prolongeais un joueur quand tu faisais l'extension d'un joueur avant la fin de sa saison rookie, quand il entrait dans sa dernière saison rookie, tu ne pouvais lui donner que 4 ans ou alors 5 ans s'il était signé au max. À partir de ce nouveau CBA, typiquement, on va prendre le cas de Philly avec Tyrese Maxey. S'ils veulent le prolonger, pas au max, mais sur 5 ans, ils peuvent le faire avec ce nouveau CBA. Ça, je trouve que c'est un point qui est plutôt intéressant, puisqu'on va peut-être parler de la gestion des contrats max et des futures extensions rookies pour les rookies du Thunder. Justement, la possibilité de signer des joueurs sur 5 ans sans leur donner de contrat max peut te donner plus de sécurité sur le futur, tout en ayant à ne pas payer ces joueurs très cher. Donc, au niveau des extensions, je pense que ça peut faciliter la construction d'un roster sur la durée, cette année supplémentaire, sans avoir à payer des joueurs au max, parce que, de par les contraintes que vont provoquer ce nouveau CBA, avec notamment la luxury tax, tu auras moins de joueurs au max, pour moi, en NBA, ou en tout cas, les proprios vont réfléchir plus longuement à donner un max à un type de joueur. Donc, la 5e année sur les extensions, même si tu n'es pas au max, je trouve que c'est un point pour le coup qui est satisfaisant pour OKC parce que tu pourras construire un roster sur de plus longues années avec une année supplémentaire. C'est l'exemple de Shea, concrètement, qui a eu son max sur 5, si je me trompe pas. Oui. Et du coup, on aurait pu... Oui, ouais. Et 6, ouais.
mais qui a été prolongé avant la fin de son contrat au max et qui du coup a été sur la période maximum. Enfin voilà, et du coup là on aura un peu plus de flexibilité comme ça. Première question, est-ce que ça peut être moins que 4 ans cette prolongation? Oui, ça peut toujours être moins que 4 ans. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour expliquer, pour donner un peu de contexte à ce que disait Constant, en gros, cette prolongation-là, elle était réservée uniquement aux designated rookies. C'est-à-dire que dans un contrat designated rookie, l'obligation, c'est que le contrat dure 6 ans, c'est-à-dire la dernière année du rookie scale compte, plus 5 années. Et le seul moyen de faire cette prolongation-là, c'est au max, c'est-à-dire à commencer à 25% du salary cap pour la première annuité. Et après, tu peux avoir tes augmentations annuelles de 8% pour arriver à ton contrat. Mais tous les contrats de 5 ans, par exemple, ne sont pas des designated players. Donc, par exemple, si on va prendre un exemple tout simple. On va prendre Jamal Murray et Brandon Ingram. Les deux touchent exactement le même salaire. Les deux ont exactement le même contrat après leur rookie scale. Sauf que Jamal Murray, lui, il est designated parce que justement, il a signé avant de commencer sa 4e saison. Donc, son extension, ça a fait 6 saisons. Donc, il était designated. Là, Brandon Ingram, il est allé sur le marché et il a signé ses 5 ans au max. Donc, c'est le même montant que Jamal Murray. Mais lui, il n'est pas designated tout simplement parce que l'extension a eu lieu alors qu'il avait fini son contrat rookie. Donc, c'est un peu technique, ça n'a pas l'air d'être de grandes différences, mais ça peut changer les termes, notamment pour cette notion de designated, parce que il y avait la problématique avant de ne pas pouvoir transférer pour 2 joueurs designated dans le même effectif, parce que tu n'avais pas le droit d'avoir 2 joueurs designated transférés dans ton effectif, mais tu pouvais en avoir 2 si tu en avais, par exemple, un que tu avais drafté, pas drafté, si tu en avais un que tu avais signé chez toi et tu avais récupéré l'autre via trade. Donc, tu pouvais en avoir 2 maximum. Et là, cette règle-là, elle a sauté. Typiquement, une problématique qu'ont eu les Nets l'an dernier avec le trade, enfin avec Ben Simmons et du coup, je ne sais plus qui était le deuxième joueur, mais Anthony Davis. Voilà, Davis, quand Boston voulait transférer pour lui. Et on peut même remonter jusqu'à, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à l'époque où Washington voulait potentiellement essayer de faire venir KD. Oui. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient signé ils avaient fait de John Wall le designated player. Donc, il avait signé, lui, ses 6 ans. Et ensuite, Bradley Beal, plutôt que de lui proposer le designated contrat, du coup, à la fin de pendant l'intersaison, ils l'ont fait aller à la restricted free agency pour le signer 5 ans au cas où s'il fallait faire venir KD, qui lui était déjà sur un contrat designated. Donc voilà, c'est des choses qui, encore une fois, ça peut, on va dire, ça a l'air d'être des détails comme ça, mais ça joue drastiquement sur les possibilités que tu pouvais avoir à l'époque. Ouais, et on en parlera après, mais sur les prolongations de Josh Giddey, de peut-être Chet Holmgren quand il aura joué, de Jalen Williams, ça va avoir un impact forcément, comme tu as dit, parce que tu avais un nombre limité de joueurs comme ça. Est-ce que tu les prolonges avant ou après, enfin quelle temporalité tu leur donnes? Effectivement, ce sera quelque chose à prendre en compte. Je me demande si même à l'époque de Harden, on n'avait pas déjà eu ce problème-là un petit peu. Est-ce que KD et Russ n'étaient pas déjà prolongés? Et est-ce que du coup, avec Harden, tu devais peut-être jouer comme ça? Je sais pas, c'est une interrogation que j'ai. Oui, c'était la même chose. C'était la même chose. En fait, le truc, il fallait juste attendre qu'il soit agent libre après pour qu'il puisse signer, voilà, pour lui proposer le max son contrat de 5 ans. Voilà, c'est ça. Parce que lui a proposé Daryl Morey. Oui. Dès qu'il a fait le trade, il lui a proposé l'extension et voilà. C'est ça. Et pour prendre un exemple inverse, par exemple, moi, quand cette règle-là elle est apparue, l'histoire des 2 joueurs, moi, je me suis dit, mais les Nuggets, il y a un problème. Ils ont 3 joueurs designated puisque Jamal Murray, il a eu le contrat designated. Jokic était sur un contrat un peu dans le même genre et Michael Porter est un contrat designated. Mais comme Nikola Jokic était un second tour de draft, il n'était pas indexé sur le rookie scale, donc lui, il n'est pas un joueur designated. Voilà. Donc là, il va devenir, là, il a le Supermax, donc il est designated vétéran, mais à la sortie de son contrat rookie, il n'était pas designated player. C'est pour ça qu'ils ont pu faire de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. leurs 2 joueurs designated. Vous voyez déjà les termes techniques pour ceux qui nous écoutaient. Prenez des notes, n'hésitez pas à réécouter. Mais c'est des gros détails enfin c'est des petits détails qui peuvent avoir des grosses importances. Ouais, la temporalité des choses, où il est drafté aussi le joueur, enfin voilà, effectivement ça aura une grande importance. Si on va dans le concret,
plutôt sur ce point-là qui a été soulevé par pas mal de gens qui ont étudié le CBA, notamment pour OKC. Est-ce que ça va poser problème et quand pour le front office d'OKC, on l'a dit, avec les prolongations de joueurs, est-ce que vous voyez un problème arriver à un moment? Je crois que c'est Bill Simmons qui a dit qu'on pourrait pas garder tous nos joueurs, notamment dans un podcast avec cette règle-là et comment ça fonctionnait. Comment vous voyez les choses vis-à-vis de ça? Ouais, oui, la phrase de Bill Simmons, c'était le postulat de départ. On avait déjà envie de parler de CBA, mais le fait qu'il en ait parlé, ça a renforcé. Pour moi, c'est une problématique qui est à mettre en lien avec la luxury tax, en fait, et pas tant sur les designated entre eux, puisque il faut voir en fait comment ça va s'agencer chez Gilgeous-Alexander, encore un contrat de 4 ans. L'extension de Josh Giddey va commencer à rentrer en discussion l'année prochaine, mais si son extension prend lieu, ce sera que pour la saison 2025-2026, donc tu as encore de la marge avant de voir ça. La vraie problématique, c'est si jamais tu conserves ce quatuor, on va dire, chez Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Josh Giddey et Jalen Williams, si les 4 sont vraiment des joueurs très forts, pour moi, tu vas te retrouver dans la situation où tu vas devoir en sacrifier un, parce qu'avec les limitations de la luxury tax et notamment de la second apron ou la super tax comme on pourrait l'appeler, tu vas avoir cette problématique de tes 4 joueurs vont prendre beaucoup de cap, mais tu ne pourras pas te renforcer autour, hormis si tu as des pics de draft, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que, on va l'expliquer après, mais la taxe, les montants ont évolué, plus tu es loin dans la taxe, etc., etc. Donc, sur les designated, en soi, ça ne va pas poser de problème, mais par contre, sur la luxury tax, pour moi, oui, il y a vraiment un des 4 joueurs qui va être sacrifié, je pense. Si vraiment les 4 sont bons et que tu as des réflexions d'extension, je pense que ça va être très difficile de maintenir les 4 ensemble. Oui, c'est ça. Alors, la grosse problématique, essentiellement, c'est ce qui pose le plus de problèmes, en fait. C'est les extensions où le joueur est très bon, mais tu sens pas que c'est un joueur max, où tu as un role player plus qui est pas au max, et ce sont les extensions généralement qui sont les plus compliquées. Et en fait, le front office se retrouvait souvent dans le cadre de choisir soit l'argent, soit les années. C'est-à-dire que si tu voulais le garder 5 ans, c'était automatiquement le max, à moins d'aller à la restricted free agency. Mais sinon, si tu voulais, et ce que les joueurs essayaient de faire, c'est que ils donnaient, ou même les proprios, ils essayaient, enfin, le front office allait proposer un haut salaire pendant 4 ans avec une team option ou quelque chose comme ça pour pouvoir garder du contrôle sur le joueur. Ben là, tu vas pouvoir garder un joueur, un role player, par exemple, à la sortie de sa draft, plutôt longtemps sans avoir à réfléchir. Si je lui donne que 4 ans, ben au final, quand il sera mûr, je devrais peut-être me décider, je devrais peut-être le transférer. Donc, par exemple, Guidé, je pense qu'il y a des chances pour que lui, ce soit un joueur max, hein, il y a des chances. Mais en fait, moi, pour moi, ce cas de figure-là, ça s'applique essentiellement, par exemple, pour un gars comme Jaden McDaniels. Où, tu vois, c'est pas un joueur max, mais les Wolves auront envie de le garder 5 ans, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors la problématique, enfin pour cette notion effectivement de payer 4 ans cher, Jordan Poole, typiquement, ce qui s'est passé du côté de Golden State, pardon, Jordan Poole a été prolongé sur 4 ans, 128 millions, mais si tu vas farfouiller les contrats de Jordan Poole, il y a même 12 millions de unlikely insensitive, ce sont des bonus qui se déclenchent en fonction de situation, il y a ça aussi pour Lou Dort, typiquement c'est Depoy ou Offensive, voilà. Et donc, c'est des contrats élevés, effectivement. On peut peut-être arriver dans une situation où on dit souvent que le titre se joue entre joueurs de troisième contrat, qui sont dans leur troisième contrat. En fait, avec les années supplémentaires, tu peux peut-être arriver sur des joueurs de second contrat, qui sont les joueurs qui jouent pour le titre avec cette année peut-être supplémentaire. Giannis. Mais Giannis, ouais, effectivement, mais qui va renforcer en tout cas le fait que ça va peut-être allonger les cycles d'ailleurs de certaines équipes. Le fait d'avoir une année supplémentaire, ça te donne plus de sécurité, plus de verrouillage sur les joueurs enfin, qui ne seront pas au max. Donc à voir, ça va peut-être faire des cycles plus longtemps entre les joueurs et moins de mouvements parce que les proprios se diront bah non, en fait on a 2 ans de contrat restant au lieu d'avoir 1 an sur tel ou tel joueur. Et les joueurs aussi pour lesquels ça peut être important, ça va être par exemple les joueurs qui ont été draftés tard. C'est-à-dire que au final, tu peux t'arranger pour les avoir pendant quasiment tout leur prime, hein, parce que si tu as un joueur qui est drafté, je sais pas moi, à 22 ans, il finit son contrat rookie à 26, tu lui proposes 5 ans d'extension, il est déjà à 31 hein, à la fin. Ouais. Typiquement, Jalen Williams qui a été drafté à 21 ans. Tout Desmond Bane. Desmond Bane, c'est l'exemple que j'allais te donner, ouais.
Ouais, de ce que je comprends, du coup, tu peux verrouiller potentiellement plus facilement sur le long terme des joueurs, même si c'est pas des contrats max. Ce qui pourrait être le cas pour OKC avec le nombre de joueurs draftés. Un Josh Giddey, il y aura débat sur comment il évolue s'il a le max. Un Jalen Williams aussi. Un Chet Holmgren, on verra, mais à mon avis, soit il sera contrat max, soit ça sera plus compliqué, mais voilà, on a le temps de le voir. Peut-être votre pick de cette année, hein, si vous draftez oui, bien, aussi. ou Dieng. Oui, Ok, et de ce que je vois aussi, ça peut être important justement dès ces contrats-là, réussir à verrouiller sur le long terme des joueurs utiles et importants, comme tu as dit, Jalen McDaniels, c'est l'exemple ultime, qui seront décisifs, comme vous l'avez dit, dans les joutes importantes et qui prendront pas une part de salaire trop importante pour avoir tes stars à côté. Enfin, l'exemple de construction que peuvent avoir les équipes qui sont au sommet, que ce soit où on a eu Boston ou que ce soit Denver actuellement, je pense que j'ai essayé de regarder, il y a des joueurs en fait qui surperforment selon le contrat ou qui sont là à côté d'autres joueurs qui sont très bien payés. Et ça, pour le coup, dans les prolongations de joueurs, je pense que tu peux essayer déjà de faire des petites choses là-dessus. Ouais. Typiquement, une équipe comme les Suns, qui ont quasiment 100% à l'heure actuelle du salary cap réparti sur 4 joueurs, et c'est 90% avec Devin Booker, Kevin Durant, DeAndre Ayton et Chris Paul. Peut-être que Chris Paul sera coupé au moment où cette vidéo sortira, mais en tout cas, en l'état, au moment où on enregistre, c'est comme ça. Mais ces effectifs-là, en fait, à cause de la seconde apron, ne vont pas pouvoir se renforcer. Et tu as des joueurs... Je pense qu'il y a une notion qu'il faut... il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un salaire à 20 millions l'année, c'est un salaire à 12 millions il y a de ça quelques années. En fait, un salaire à 20 millions, c'est le prix d'un role player plus. Typiquement, à Lugensort va être un peu en dessous des 20 millions. C'est le salaire que tu vas devoir payer, je pense, surtout avec un salary cap qui explose, qui augmente d'année en année. Je pense que c'est le montant que tu vas devoir payer pour avoir un role player, en tout cas un titulaire dans une équipe compétitive. Et si on reste sur cet objectif de 5 ans, quand on voit, chez Gilgeous-Alexander a été prolongé sur 5 ans, mais Lugensort a aussi été prolongé sur 5 ans avec une team option sur la dernière année. Donc, du côté de Sam Presti, il y a peut-être aussi cette notion de construire sur la durée. Et aussi, avec les 4 années de contrat de Kenrich Williams, il y a cette notion de verrouiller nos joueurs sur une durée assez importante. Sachant que Dort, ça avait été permis les 5 ans parce qu'il avait un contrat très atypique. Hein. Il avait pas de contrat rookie signé en two-way. Enfin voilà, c'est pas du tout. Parce qu'il était restricted aussi. Je précise pour la compréhension. Donc voilà, après, je ne sais pas si Tom, tu veux partir sur autre chose ou si tu veux que j'y aille, mais... Par rapport aux choses qui peuvent aussi impacter le Thunder, c'est la notion de designated veteran extension, avec le cas de Shea qui a été élu cette saison All-NBA First Team. Attention. First Team, monsieur. N'en déplaise aux détracteurs. Avec le plus de voix pour un arrière. Pour un guard en plus, bien sûr. Voilà. Donc First Team. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Shea, là, il vient de terminer sa 5e année. Ce qui va se passer, c'est que s'il est All-NBA l'année prochaine, donc du coup, il va arriver avec... il lui restera 3 ans de contrat. Et du coup, il sera éligible l'année d'après, parce qu'il faut attendre d'être dans sa 7e année pour être éligible, pour signer le contrat Supermax. Du coup, s'il est All-NBA l'année prochaine, ça lui fera du coup 2 des 3 dernières saisons avant son éligibilité à une extension où il est All-NBA. Donc, il aura rempli les critères pour signer une extension au Supermax qui commencerait à 35% du salary cap juste après ces 2 dernières années. Donc là, ça peut aussi impacter les finances du Thunder. Donc les critères pour ça, c'est 2 All-NBA teams dans les 3 ans avant l'extension du contrat. C'est ça. Si je reprends ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu peux, comme là il a 50, comme là il va lui rester, il est sur 5 ans après son contrat rookie. Il est sur 5 ans après son contrat rookie. Du coup, tu peux signer une extension à partir de l'anniversaire des 3 ans parce que tu as 5 ans. Donc, à partir de l'anniversaire des 3 ans, il pourra signer une extension. Et comme il aurait été éligible, s'il est All-NBA l'an prochain, comme il aurait été All-NBA 2 des 3 dernières années avant son éligibilité à la signature de l'extension, il sera éligible au Supermax à l'anniversaire de la 3e année de la signature de son contrat. C'est super tôt, 2 ans avant la fin de ton contrat de signer une extension. Est-ce que les années prennent la place de... Non. Ça sera vraiment que après. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, c'est-à-dire qu'avant, c'était déjà dans le CBA de 2017, ils avaient changé ça. Ouais, c'est le CBA de 2017, ils avaient changé ça. Où, en gros, tu devais attendre...
enfin, avant, en 2011, par exemple, il fallait que c'était uniquement les joueurs qui avaient des contrats de 4 ans qui pouvaient du coup bénéficier de ce type d'extension à partir de la 3e année. Et à partir du CBA de 2017, on est passé à la moitié du contrat, donc l'anniversaire des 2 ans pour les contrats de 4 ans, et tu pouvais signer l'extension à partir de 3 ans si tu avais un contrat de 5 ans. Donc, par exemple, ça, c'est valable pour Shea, mais c'est aussi valable, par exemple, pour Jaren Jackson Jr., qui, comme lui aussi, il a déclenché un trigger cette année pour être éligible au Supermax. Donc, s'il est All-NBA ou défenseur de l'année l'année prochaine, vu que lui, il n'a qu'un contrat de 4 ans, ben, ça fera 2 ans, il a la moitié du contrat, donc il est éligible à 3 ans au Supermax. Ouais, et ma question c'était, tu finis quand même tes années en contrat max standard, et après tu enchaînes sur le... Oui. Voilà, c'était ça ma question. Voilà. Donc, comme Devin Booker, comme Nikola Jokic... tu gardes vraiment sur longtemps, quoi. C'est vraiment un truc de prévision sur vraiment du long terme qui peut être plus ou moins risqué, hein, d'ailleurs. Hein, mais... Peut-être justement pour parler en termes de saison, pour que les gens nous comprennent, cette possibilité de signer chez Gideus Alexander au Supermax, ce sera à l'été 2025, du coup. On pourra avoir et ce sera effectif que pour la saison 2027-2028. Ouais. Donc on est vraiment très 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 loin. Mais c'est des calculs qu'il faut faire, puisque effectivement s'il est au NBA l'an prochain, ce sera déjà ça. Mais c'est un point justement que j'avais souligné quand on avait fait le live stratégie de l'intersaison, je crois, c'est que chez Gideus Alexander ne prend que entre guillemets 25% du salary cap, là où des joueurs comme Devin Booker, des joueurs comme Damian Lillard, prochainement des joueurs comme Jason Tatum prennent 35% du salary cap. Et quand tu as un joueur qui est dans ces eaux-là, ou en tout cas pas loin d'être au même niveau que ces joueurs-là, qui peut peut-être être une première option d'une équipe qui t'emmène loin, et ben avoir un salaire à 38 millions de dollars au lieu d'avoir un salaire à 55 millions de dollars, ça peut te permettre justement de prolonger tes contrats rookies ou de faire une ou deux signatures, que ce soit en trade ou que ce soit peut-être en free agency, qui peuvent renforcer ton effectif. Donc, ça a quand même son influence d'avoir un joueur qui prend 10%, enfin 10 points de pourcentage de moins du salary cap que d'autres superstars en NBA. Surtout que, comme tu l'as dit, Constant, un petit peu au début, le salary cap, il va augmenter maximum de 10% et le salary cap, il peut plus baisser. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, peut-être que les 25%, ça va représenter 25%, mais si le salary cap augmente de 10%, mais que l'augmentation annuelle de chez est que de 8%, mais au final, la part que va représenter son salaire par rapport au pourcentage du cap va diminuer. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est intéressant. Selon les prévisions de Sportrack, je crois que fin de contrat, il est aux alentours de 22-23% du cap. Pour un joueur qui est quand même ta superstar, ne prendre que ce pourcentage du cap-là, c'est vraiment très positif pour le Thunder. Et c'est la 5e année, on en avait déjà parlé avec Pierre quand Shea avait été prolongé, mais la 5e année garantie, sans team option, sans player option, finalement, elle peut te permettre d'avoir une année de plus de flexibilité au niveau du cap pour prolonger tes joueurs rookies. Elle était importante, ouais, et c'était un message fort, mais aussi important pour le futur. Depuis le début, on parle quand même beaucoup de gros sous. Ouais. Je pense que le propriétaire va avoir un rôle, du coup, majeur pour ces extensions d'après le contrat rookie, pour l'extension de chez potentiellement au Supermax, etc. Je sais pas comment se situe actuellement Clay Bennett là-dessus. Il a eu des antécédents de gros payeurs, il a eu des antécédents de gens qui voulaient pas payer aussi. Je vous avoue que je sais pas trop comment me situer là-dessus sur ça. Ça va dépendre de pourquoi et pourquoi. C'était à peu près ce que j'allais dire. Ça va dépendre en 2 mots et en 1 mot. En 2 mots et en 1 mot. Ça va dépendre du niveau sportif de l'équipe, je pense. Un peu comme Joe Lacob du côté de Golden State, c'est que tu es prêt à payer 250 millions de dollars de luxury tax pour une équipe championne, tu n'es pas prêt à en payer autant pour une équipe qui se fait sortir au premier tour ou qui se fait sortir en demi-finale de conférence. Du côté de Clay Bennett, il a fait le chemin en fait qui est plutôt positif, il est passé de radin à gros payeur. Il n'est pas passé de gros payeur à radin. Moi, c'est déjà ça. Bon, ça a coûté James Harden quand même, ce qui est un peu problématique. Mais c'était quand même... le Thunder, depuis l'instauration de la luxury tax, c'est 2001, si je ne dis pas de bêtises. Le Thunder, malgré ses plus courtes années d'existence que d'autres franchises, est parmi les équipes qui ont le plus payé de total de taxes. Donc,
Je pense que, surtout que là, Clay Bennett, avec plusieurs années en dessous du cap, voire même en dessous du salary floor pour la saison 2021-2022, il a bien économisé des sous. Donc on verra. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Tom, ça dépend pourquoi et pour quoi. Donc globalement, le niveau de compétitivité de l'équipe. Après, il a le temps de voir venir, hein. Il a le temps Oui. de voir venir et c'est pas quelque chose qui va lui tomber dessus ou qui va arriver sur le continu. Par exemple, si on prend le cas de James Harden et même de Kevin Durant, hein, ce qui s'était passé, c'est que il y avait eu une certaine rétroactivité par rapport à la Rose Rule qui était rentrée en vigueur. Et du coup, Kevin Durant qui était éligible, mais ça n'existait pas quand lui il a signé son contrat, mais il a vu son contrat augmenter parce que normalement, il aurait été éligible à ça. Donc en fait, son contrat qui représentait peut-être 25% est passé à 30%. Mm. Et c'est pour ça que ça a un peu flingué l'organigramme salarial. Enfin, ça a pas l'air de grand-chose, 5% du salary cap. Mais 5% du salary cap, c'est quoi? C'est une taxe payeur mid-level ou quelque chose comme ça? À C'est quand même... l'heure actuelle, ouais, 5% du salary cap, C'est pas c'est mal. grosso modo le salaire de Kenneth Williams. Voilà. Ouais, Voilà. donc, on prend. Voilà. Donc voilà. Tu prends ça et c'est quelque chose qui t'enlève de la flexibilité. Donc là, tu vois, il a quand même le temps de voir venir. On va dire que, ok, si on peut se dire que le moment où il va falloir peut-être lâcher les chevaux, ça va être peut-être à partir de la fin de la saison prochaine parce que vous avez énormément de pics de draft. Vous n'allez pas forcément drafter tout le monde. Vous avez encore des pics cette année. Vous avez pas mal de joueurs sous contrat rookie. Donc là, vous allez peut-être arriver à un moment où il faudra utiliser ces assets-là pour en faire quelque chose, pour éviter qu'ils périssent aussi. Tout simplement. Et puis, le truc moi, le truc des fois, qui me gêne dans la conversation qu'on peut avoir dans la construction d'un effectif de contender, c'est le fait de s'amouracher de joueurs. Et quand une équipe va faire un trade et va transférer des joueurs qui avaient ou qui ont du potentiel pour un autre joueur qui est plus concret, et que ça fonctionne pas, c'est se dire, oui, mais s'ils avaient gardé tout le monde, l'équipe aurait été meilleure. Sauf que tu ne peux pas payer tout le monde. Tu ne peux pas payer tout le monde. Donc, à un moment donné, il aurait fallu que tu fasses le choix. Donc, là, ça va être un peu... Je pense que, de toute façon, le propriétaire, je pense qu'il fait confiance en Sam Presti. Donc, je pense qu'il suivra. Et puis, il va juste dire à Presti, OK, moi, je ne veux pas dépenser plus que ça. Et Presti, il va se dire, bon, OK, j'ai ça comme budget. Ben, je vois ce que je peux faire avec. Typiquement, ce qui est arrivé du côté de Phoenix avec Michael Bridges et Cam Johnson dans le trade de Kevin Durant, de se dire ah oui, mais c'était deux joueurs qui étaient là depuis le début, oui, mais tu récupères Kevin Durant. Mais après, il y a un point qu'il faut quand même pas négliger, c'est qu'effectivement, le Thunder a beaucoup de pics de draft, mais le Thunder a aussi du cap space. Alors, on va voir s'il sera utilisé ou s'il ne sera pas utilisé durant cet été, mais si jamais tu restes dans cette optique de je reste une équipe en dessous du salary cap, bah, ça te laisse de la marge fatalement pour prolonger tes joueurs. Après, il y a aussi le chemin inverse de se dire on a nos joueurs sous contrat rookie. Est-ce que typiquement ce qu'a loupé Dallas, c'était on avait Luka Doncic sous contrat rookie, on aurait pu prendre des joueurs forts avec un contrat élevé à partir du moment où on avait du cap. Est-ce que le Thunder peut se dire Josh Giddey, même s'il y a une extension, elle aura lieu que dans 2 ans. Chet Holmgren, s'il y a une extension, elle aura lieu dans 3 ans. Donc c'est des joueurs qui vont arriver dans leur second contrat quand même. Tu peux voir venir, on est sur du moyen terme, on n'est pas sur du court terme. Est-ce qu'avec ce cap space, tu peux pas te dire, avant de devoir prolonger mes joueurs, avant de prolonger mes rookies et de rentrer dans la taxe, et de toute façon, même si je les prolonge, je serai dans la taxe, pourquoi pas récupérer des joueurs forts avec un contrat médian d'une douzaine ou d'une quinzaine de dollars en exploitant justement ce cap space. Quitte à accélérer un peu les choses, du coup, sur la construction, effectivement... pour maximiser ces années, ça vous en avez beaucoup parlé, même à Dunkebdo pour Doncic, sur comment ça aurait pu être maximisé, le fait qu'il soit déjà tellement fort dans les contrats rookies et tellement sous-payé du coup par rapport à ce qu'il pourrait produire. Effectivement, ça pourrait être la question. On aurait presque pu avoir ce débat avant que Shea re-signe d'ailleurs. Bon, c'était un peu short niveau timing, mais ça aurait presque pu, la question aurait presque pu se poser. Une autre chose qui m'est venue en tête là pendant qu'on parlait, que j'ai vu passer sur Twitter, avec ce fonctionnement-là, avec potentiellement pas mal de joueurs à payer, on sait qu'OKC a beaucoup de pics. Je pense que ces pics-là auront aussi de la valeur dans le sens pour drafter des joueurs dont certains pourraient déjà être compétents et déjà aider ton effectif à moindre coût. Je prends l'exemple de Christian Braun à Denver cette année, qui a été très utile et qui du coup n'est
que très peu payé pour voir qu'il est décisif dans un match 3 de finale. Jalen Williams pourrait très bien jouer, je pense, en play-off et être performant. Enfin voilà, ça pourrait être aussi, au-delà d'assets, d'échanges, etc., ça pourrait être aussi des joueurs de complément. Si t'es trop limité au niveau salaire pour compléter ton effectif, est-ce que t'as ce biais-là, du coup, pour t'aider, quoi, d'avoir des jeunes qui arrivent et qui sont un peu plus prêts que juste prendre un Ousmane Dieng, mais avec des joueurs prêts, quoi. Après, Presti, il a quand même montré qu'il était fort quand il allait dans la draft, mais il était fort aussi quand il allait trouver des joueurs hors de la draft. Hein. C'était le cas pour Lugansdorf. Vous avez dégoté Aaron Wiggins de je sais pas où. Il y a Isaiah Joe que vous avez récupéré aussi de je sais pas où. Donc, tu vois, il est très De bon Philly. sur les choses. Voilà, de Philly, mais tu vois, il est très bon sur les choses qui comptent, mais il est aussi très bon sur les, les value picks, quoi, les paris qui fonctionnent. Donc, c'est peut-être le meilleur homme pour avoir autant de paris au final avec autant de picks de draft. Donc, non, c'est de bon augure pour vous. Alors oui, ça peut arriver peut-être qu'il se trompe ou qu'il passe à côté, peut-être pour Pokuševski qui est plus un joueur de seconde draft. Mais je pense qu'il y a quand même, de quoi faire, il y a quand même de la matière. Et juste pour revenir un peu sur ce que Constant disait tout à l'heure, par rapport à l'utilisation du cap space, ce serait un peu faire ce que par exemple Denver a fait au moment de ramener Paul Millsap, par exemple, ou ce que Boston a fait au moment de ramener Al Horford quand les deux Jays étaient encore sous contrat rookie. Donc voilà, vraiment cette mentalité de dire de toute façon, en prolongeant nos rookies, on sera dans la taxe, autant être compétitif avec des joueurs à partir du moment où tu es une équipe qui agit en dessous du cap. Alors après, ça va te coûter plus cher en luxury tax. C'est ça, ce que j'allais dire. Du coup, ça va te coûter encore plus après, peut-être. Après, tout dépend des années du contrat, puisqu'on a dit, voilà, Josh Giddey, ce sera dans 2 ans. Chet Holmgren et Jalen Williams, s'ils sont bons, hein, encore une fois, parce qu'on n'est pas sûr, en fait, que t'es 4 joueurs qui aient la valeur d'un contrat max. Mais c'est dans 3 ans, tu peux quand même un peu voir venir au niveau des contrats. Peut-être même, quitte à faire des contrats dégressifs, ce qui a été fait du côté de New York, de dire, les 2 premières années, on paye élevé. Et au fur et à mesure où tu deviens compétitif, tu prends moins cher. Paul Millsap me demande si c'était pas ça du côté de Denver. Il n'y avait pas un contrat dégressif, Paul Millsap? J'ai peut-être des bêtises. Je crois que oui, parce qu'à l'époque, je crois qu'il commençait à 33 millions ou quelque chose comme ça. Oui, il l'avait payé très cher. Ouais, il l'avait payé très très cher. Ouais. Mais voilà, dans ce cas de figure, parce que de toute façon, tu rentreras dans la taxe. Messieurs, est-ce que vous voyez d'autres points au-delà de tout ce qu'on a déjà pu dire qui vont impacter OKC dans le futur? Tom va peut-être le détailler plus que moi, mais c'est au niveau des paliers de la luxury tax et de combien ça va coûter en fonction des paliers que tu débutes. C'est-à-dire que je laisserai Tom mieux l'expliquer que moi juste après, mais le scale, comment dire, l'échelle de la luxury tax a été changé. Donc pour ceux qui ne savent pas, évidemment, quand tu es dans la luxury tax, $1 réel ne correspond pas à ce que tu vas payer plus cher. Et en gros, avec ce nouveau CBA, en fonction de où tu te situes dans la taxe, tu vas peut-être payer moins cher que ce que tu payais avec l'ancien CBA, mais plus tu es loin dans la luxury tax, plus tu vas payer beaucoup plus cher que ce que tu payais sous le précédent modèle du CBA. Donc là, pour le coup, c'est, je pense, le point qui va le plus rebuter avec la seconde approche, je pense, les équipes de s'engluer trop loin dans la luxury tax, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que ça pouvait coûter par le passé. C'est ça, en fait. En gros, le nouveau CBA, il encourage les équipes à passer un peu au-dessus, à flirter un peu avec la zone ou à dépasser un peu la taxe. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend les paliers de la luxury tax, tu as le palier de 0 à 5 millions, le palier de 5 à 10 millions et le palier de 10 à 15 millions, par exemple. Aujourd'hui, si tu $1 dépensé en luxury tax sur le CBA actuel, tu dois payer $1,50. Donc, par exemple, si... qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Si, par exemple, tu as un joueur à 10 millions, en fait, tu vas payer 15 millions de taxes. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche avec uniquement 5 millions. Par exemple, si tu as... Oui, sinon ça fait trop... sinon ça fait trop. Si tu as un joueur à 3 millions, tu vas le payer en réel 4 millions et demi. 4 millions et demi. On ajoute 50% sur... Ouais. C'est ça. Donc, du coup, dans le nouveau CBA, par exemple, pour ce palier-là, tu aurais payé que 3 millions de plus. Donc, pour le premier palier, c'est moins cher. Pour le deuxième palier, c'est aussi moins cher. C'est-à-dire que entre 5 et 10 millions de luxury tax, $1 aujourd'hui égale $1,75. Donc,
alors que avec le CBA de 2023 qui vient d'entrer en vigueur, ce sera $1,25. Donc du coup, là encore, c'est lissé. Par contre, quand tu arrives dans le dernier bracket, donc tu étais à $2,50 à partir du moment où tu étais entre 10 et 15 millions. Et là, tu vas passer à $3,50 entre 10 et 15 millions. Donc du coup, pour les 2 premiers paliers, c'est beaucoup plus lisse et c'est beaucoup plus gérable pour une franchise. Mais à partir du palier à 10 millions, ça démarre tout de suite au quart de tour. Et pour la repeater tax, c'est pareil, où la repeater tax est vraiment très agressif, où tu passes si dans le palier, par exemple, de 0 à 5 millions, tu passes de $1 à $3 directement. Alors qu'avant, c'était $1,75. Ok, donc les cas où je sais plus quel joueur des Warriors coûtait 5 fois son prix, voilà, ça peut arriver encore plus. Les Clippers, où actuellement ils sont en x7 au niveau de la luxury tax. Ça peut arriver encore plus si les équipes vont vraiment loin dans la taxe. Et par contre, comme tu l'as très bien dit, le fait d'être juste un peu au-dessus, ça peut être plus acceptable pour certains proprios, même s'ils sont un peu radins, parce que la NBA a été plus gentille avec ça. Donc du coup, moi, ça me fait penser à ce que vous avez dit au début. Peut-être que dans l'homogénéité et le nombre d'équipes moyennes, mais qui du coup payent légèrement de taxes, on en aura de plus en plus. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un... En fait, la luxury tax reste, de par sa définition, une luxury tax, mais pour moi, le luxury tax pour les proprios, il y a un côté un peu effrayant. Je pense que ce qui va devenir effrayant pour les proprios avec ce nouveau CBA, ce sera à partir de 15 millions où tu passeras à 3,50 d'argent réel et qu'en dessous, c'est justement pour le coup un truc pour les inciter à s'enfoncer un peu plus dans la luxury tax. Les $3,50 et la second apron qui est peut-être le truc le plus connu maintenant pour les gens qui découvrent le nouveau CBA. Je pense que c'est les deux trucs vraiment qui... Va y avoir la luxury tax et va y avoir la super taxe. Et là, pour le coup, les proprios ne raisonneront peut-être plus en termes de il faut passer en dessous de la taxe, mais il faut passer en dessous de la luxury tax ou de la seconde apron. C'est ça. Sachant que la problématique, c'est que plus tu t'enfonces dans la taxe, plus c'est difficile d'en ressortir. Parce qu'il faut faire des mouvements, il faut faire on va dire des trades avec des salary dump. En fait, tu vas être obligé d'utiliser des assets pour te débarrasser de l'argent, même si tu es un bon joueur. Donc, non seulement tu vas perdre sur le terrain, mais tu vas aussi perdre en outils pour améliorer ton effectif. Alors que normalement, si tu es un contender, tu es censé utiliser tous les assets que tu as à ta disposition, non seulement pour maintenir ton niveau, mais pour aller chercher des joueurs qui te permettront d'aller plus haut. Salary dump dont OKC a été plutôt le bénéficiaire, si je peux dire, pendant ces dernières années. On a récupéré des pics en prenant des gros contrats, etc. On l'a vu pas mal de fois, mais voilà, effectivement, ça deviendra plus compliqué. Kemba. Ouais, exact. L'exemple ultime qui est resté deux. Est-ce qu'on peut rappeler que une partie de la fanbase des Hornets, c'est pas mal d'observateurs dans le paysage francophone insultaient les Hornets pour ne pas avoir proposé 5 ans au max à Kemba Walker. Bien sûr. Parce qu'il était éligible au Supermax. Est-ce qu'on peut le rappeler, ça? Bien sûr. Est-ce qu'il joue encore, Kemba Walker? Est-ce qu'il est en Chine? Non, il était à Dallas au début de saison. Oui, je me souviens. Et puis il a été coupé. Et puis voilà. fin Alors qu'il a signé un contrat de 4 ans. Donc imagine si les Hornets lui avaient proposé le Supermax. Non, mais... pour une fois, les Hornets ont fait une bonne décision financière. Mais après, pour revenir sur cette notion de luxury tax et de s'enfoncer dans la luxury tax, il y a un truc qui est sorti il y a de ça quelques jours, qui n'est pas sorti, mais qui s'est expliqué concrètement ces derniers jours, c'est la notion de salaire envoyé lors d'un trade. Actuellement, c'est combien? 120% que tu peux recevoir? C'est ça, 125%. Après, ça dépend ça dépend du montant du salaire que tu échanges. C'est-à-dire, si tu as des paliers entre 0 et 5, entre 6 et 20 et tout ça. Bon, en gros, pour simplifier, même si ce podcast n'est pas du tout pour simplifier, mais lorsque vous effectuez un trade, vous pouvez encaisser 120, enfin vous pouvez recevoir 120% du salaire que vous envoyez. Par exemple, si vous faites un trade où vous envoyez un joueur à 8 millions de dollars, vous pouvez recevoir 10 millions de dollars. Je crois que ça fait 20% supplémentaire. Ouais, ou t'en à peu près, voilà, vous faites plus simplement, t'en envoies un à 100 millions, tu peux en recevoir 120. Ça existe oui, pas. Mais... ça existe pas. Peut-être que d'ici 10 ans, les joueurs à 100 millions, ouais, ça existe. À 50 millions et à 60 millions, tu peux en recevoir, quoi. Mais voilà, tout à fait.
À partir de cette année, c'est 110%. Pour les équipes au-dessus du cap, hein, parce que si vous êtes en dessous, évidemment, ça ne compte pas. À partir de cette année, ce sera 110%, et à partir de l'an prochain, ce sera 100%. Donc il va faire un salaire équivalent. Je ne sais pas comment la NBA va se débrouiller. Je pense qu'il va y avoir une marge, parce que tu ne peux pas faire au pénis près le trade. Et si vous faites ça, admettons, vous faites un trade, vous êtes au-dessus du cap, vous faites un trade où vous recevez 120% des salaires que vous percevez. Vous allez être hard capé. Hard capé, c'est un montant fixe que vous ne pouvez pas dépasser sous aucun prétexte. Au niveau de la première apron de la luxury tax, qui n'est même pas la deuxième, hein, c'est la première. Donc, il va falloir faire très attention au niveau des trades. Déjà, je pense que ça va rarifier les trades parce que ça va poser beaucoup plus de problématiques de salaire. Ça va influencer ou ça va avantager les équipes qui vont être sous le cap parce que du coup, les équipes, je pense, vont faire du salary dump dans ce cas de figure. Mais aussi, ça peut te fragiliser au niveau de tes finances. Et au niveau des trades, on a parlé du fait que le Thunder a énormément de joueurs sous contrat rookie. Bah, si tu te retrouves contraint par la règle des 100%, bah, finalement, ça va être très difficile de trader qu'avec des contrats rookies. C'est là où le contrat, par exemple, d'Lou Dort ou le contrat d'Kenrich Williams peuvent être intéressants si jamais le Thunder venait à dépasser le cap d'ici ces 1 ou 2 prochaines années. Donc si je comprends bien, si tu reçois plus d'argent que tu en as envoyé lors d'un trade, jusqu'à 120%, tu vas être limité ensuite dans tes mouvements parce que tu seras hard capé. Ton maximum possible, ce sera la première limite de la luxury tax, la première apron, c'est ça? Oui. Ça dépend où est-ce que tu es au niveau de du base. cap. Ouais, Ça dépend où est-ce que tu es au niveau Bien du sûr. cap. Encore une fois. Parce que, par exemple, pour les équipes qui sont en dessous de toute cette histoire d'apron, tu avais quand tu avais des transferts, par exemple, jusqu'à à peu près 6 millions de salaires, ben, tu pouvais avoir les 175% plus 100 000 $. Donc ça va changer, ça va évoluer, puisque au lieu que ce soit pour 6,5 millions, ce sera pour 7,5 millions. Et là, tu pourras récupérer 200% plus 250 000. Donc là, tu as un peu plus de flexibilité, mais c'est quelque chose qui va te hardcaper. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, le seul cas de figure de hard cap dans ce CBA actuel, c'est lorsque tu fais un sign and trade. Il y en a plus que ça. Alors, il y en a plus. Quand tu fais, ouais, alors c'est quand par exemple quand tu fais le sign and trade et que tu reçois un joueur, quand tu utilises toute ta full mid-level, quand tu utilises la full mid-level, tu es hardcapé à la prone tax qui est actuellement à 7 millions au-dessus du salary de la luxury tax. Quand tu utilises ta biannuelle aussi, tu es hardcapé. Voilà, c'est les gros cas de figure de hardcap. En tout cas, ce sont les cas de figure les plus courants. Oui. Imprécision de ma part, excusez-moi, mais c'est pas facile. Non, mais en tout cas, on t'en veut pas. En tout cas, ce qu'il on faut... t'en veut pas du tout. Hein. C'est pas évident. C'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que typiquement des contrats, enfin, on l'a déjà parlé, mais des contrats comme celui de Lou Dort, bah, à 17 millions, si tu veux effectuer des trades, bah, tu as besoin de ce genre de contrat un peu médian, parce que tu ne peux pas échanger tu peux pas faire 8 joueurs avec un contrat rookie pour équilibrer les salaires. Donc il faut, même si c'est pas forcément agréable, il faut des joueurs avec des salaires médians pour pouvoir, en tout cas dans le cas de figure du Thunder qui n'est pas celui d'un contender, il te faut des salaires médians pour pouvoir effectuer des trades. Très bien. Avant de conclure, est-ce que vous avez un dernier point peut-être à aborder, un dernier truc qui vous vient en tête? Où on a fait déjà pas mal de choses, je pense. On a déjà assez, je pense, donner de vocabulaire aux gens. Moi, il y en a un, moi, que je sais qu'on a déjà cité, c'est que maintenant il y a 3 two-way contracts, et qui pour moi, ça a une importance, mais pour globalement tous les effectifs, ça peut leur favoriser dans le scouting, d'en donner la chance aux joueurs, d'en avoir des rotations un peu plus élargies. Je pense que ça sera pas négligeable dans le futur. Alors, je pense pas qu'on ait two-way qui est énormément apporté en finale NBA, il y en a pas actuellement, je crois pas. Hein. Mais c'est déjà arrivé en playoff, et ça, c'est quelque chose qui pour moi va être valorisé. Mécaniquement, les two-way ils peuvent pas jouer en playoff. Hein. Oui, en plus. Ah oui, il faut qu'il soit signé à la fin. Qu'il soit converti. Oui, alors, oui, il faut qu'il soit converti, voilà, ouais. Typiquement, je crois que Ty Jerome n'a pas pu jouer en playoff avec les Warriors parce qu'il était en two-way alors qu'il avait beaucoup joué en saison régulière. Mais même Lou Dort avait eu son contrat converti juste avant. Oui, juste mais avant. Du coup, ça comptait pour une saison. Oui. Donc, quand tu convertis le gars à la fin de la saison, ça compte pour une saison.
Donc c'est pour ça, par exemple, si on prend le cas de Max Strus, qui était sur un tour, ou même de Gabe Vincent, ben, c'est des joueurs qui ont signé des contrats de 2 ans, mais au final, ça fait, comme on compte aussi les two-way en termes d'expérience, donc ces joueurs-là, ils seront plus agents libres restreints, mais ils seront UFA avec les full bird. Donc là, ils peuvent se faire payer grassement sur le Ce qui marché. risque Ils ne sont d'arriver. pas limités. Ça Ouais, risque, ce que j'allais dire, ça va arriver, je pense. Ce qui risque d'arriver. Après, par rapport au two-way, alors, j'attends d'en savoir plus quand le document sera ratifié et quand la CBA FAQ va être mise à jour, je pense, au 1er juillet. Alors, sachez qu'il y a une version du CBA qui tourne sur les conversations Dunk Hebdo, le document originel. 540 pages. 580 pages. Ouais. Qui tourne sur la conversation, mais en gros, avec les two-way, alors oui, tu as des rosters, tu as des two-way supplémentaires, mais par contre, ça va être réglementé puisque il y a des agents qui se sont plaints du fait que les équipes utilisaient des two-way plutôt que remplir les spots 14, 15 des rosters. Donc tu auras une certaine limitation. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Larry Kuhn en a parlé quand il a été interviewé à ce sujet-là. En gros, il y aura une limitation, je crois, de 90 matchs total. Où si par exemple, chaque fois que tu as tes 3 two-way qui sont dans le ressort, tu joues un match, ça va compter par exemple pour 3 matchs. Et tu ne pourras pas avoir plus de 90 matchs où tu as par exemple 2 spots de moins qui ne sont pas remplis et que tu as des two-way. Sinon, soit ils vont t'en supprimer un, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est encore à voir quand le document final sera ratifié. C'est assez normal, je trouve. Oui. Parce que ce serait un peu abusé avec les contrats des joueurs. Sachant qu'il y en a qui sont toujours à la recherche de contrats, des G-League men, voilà, je pense que... mais peut-être par contre qu'à la draft, tu auras de plus en plus de joueurs signés en two-way, comme ont pu l'être certains, ou de joueurs non draftés qui vont être signés en two-way avec ces places-là. Tu pourras avoir par exemple un vétéran, tu pourras avoir peut-être 2 spots de développement et un vétéran ou quelque chose comme ça. Et puis, je trouve que c'est un peu dommage pour la G-League parce que ça va quand même affaiblir la G-League puisque les 30 joueurs supplémentaires qu'il y aura dans ces rosters-là, ce seraient potentiellement des joueurs qui pourraient avoir un rôle à jouer en G-League. Donc, c'est un peu dommage pour la G-League, pour la Ligue de développement. Ils y seront un petit peu, mais moins, ouais c'est sûr. C'est sûr que, ouais, effectivement. Messieurs, je pense qu'on va arrêter là. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça. J'espère qu'on a été clair. On a essayé de contextualiser à chaque fois, de donner des exemples, de recentrer aussi. Merci beaucoup Tom d'être venu discuter du CBA. Je pense qu'on va beaucoup devoir en discuter dans les prochains mois et semaines, je pense, en tant que référence là-dessus. Donc suivez ça de près, allez bien sûr écouter Dunk Hebdo, tout ce qui se fait en ce moment. Ils ont fait un mois historique en plus sur le mois de mai, donc allez suivre ça et j'espère que ça va continuer longtemps pour vous, en tout cas comme ça. Allez écouter Constant et Tom, d'ailleurs je fais votre pub à tous les deux un petit peu. Moi, on m'entend trop souvent sur Dunk Hebdo ces derniers temps. Ouais, trop, je sais pas, les gens ont l'air de t'apprécier quand même sur Dunk Hebdo. Mais si t'écoutes Au Thunder sur Dunk Hebdo machin, je pense qu'ils t'écoutent beaucoup. Ah, si t'ajoutes le Basket Lab, là, les gens sont en overdose, hein, là. Ouais, allez écouter aussi l'épisode de Basket Lab avec Guillaume que Constant a pu enregistrer sur les 10 stats de la saison, ça viendra compléter nos bilans. Puis voilà, merci infiniment, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram bien sûr. Twitch, bien entendu, on se retrouvera bientôt pour de nouveaux lives. N'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur toutes les plateformes qui le permettent, Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis voilà, profitez bien des finales NBA, même si peut-être comme certains, comme Constant, sont plus intéressés par la draft. Les scootings, quand même justement, tu fais une transition toute trouvée. N'oubliez pas, là, peut-être pas au moment où ce podcast sera publié, mais dans les 48 heures, il y a l'article scooting que vous pourrez retrouver sur le site où on va parler de nos chouchous pour le second tour. Et puis après, il y aura d'autres articles qui arriveront, mais n'hésitez pas surtout à venir consulter. Articles et podcasts, bien sûr. On prépare la draft qui arrive très rapidement. Dans 2 semaines. Et puis voilà, à bientôt. Salut à tous et bonne finale NBA. Salut. Salut. Merci à vous les gars.